Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller ? Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec Instinct Collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots rage, honneur, intense, mat pokora, chasse sous-marine, irréparable, nudité, deuil, vertige, handicap, grâce, confusion, couille, Aristote, yak, solitaire, filet de sécurité. Il y a des coups du sort, des coups de bluff et quelques coups de maître. Tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents, ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant, sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité. Ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités, au gré des chocs et des ascensions, une fois embarqués dans le grand 8 de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude, la liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Kevin, je te souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a eu des mots qui ont été particulièrement... Ouais, j'ai dans la liste des premiers mots qui ont été cités, j'en ai retenu 4. J'ai retenu intense, honneur, vertige et couille. Des mots qui pourraient ne rien avoir à faire ensemble, mais finalement, honneur parce que moi je suis fier de ce que je fais, de pouvoir porter une société telle que Buildy. Intense parce que s'il y a un endroit où on peut pas se cacher, c'est l'entrepreneuriat. Vertige parce que on en a quelques-uns, il faut pas avoir peur de les affronter. Et pour les affronter, il faut des couilles. C'est Florence qui l'écrit, donc je me permets de reprendre le mot. Mais ouais, c'est les 4 mots que je retiens. Et après, c'est vrai que cette période 2020, on l'a déjà oubliée, parce qu'elle est déjà derrière, en fait. Enfin, ce Covid, quand tu le relis là, me fait réaliser qu'en effet, ça n'a pas été une période facile et qu'il fallait s'adapter. Et ça paraît déjà très loin. Et donc, ça m'a marqué quand tu l'as lu. Parce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai que on a peut-être le grand 8 des entrepreneurs a été un peu plus renforcé. On a perdu une cale sur le moment où il fallait très vite la réparer pour pas que le grand 8 se casse la figure. Voilà, en fait, c'est de faire la différence entre l'intensité, l'importance et la gravité. C'est peut-être plutôt ça que je veux dire. Ouais. Ça te parle ou pas ? Et pourtant, ouais, ça me parle, mais pourtant c'est... Et pourtant c'est là. C'est très important en plus, de pouvoir justement évaluer la criticité de chacune des situations, parce que si tu les gères toutes de la même manière, ça peut être vite un problème, parce que tu peux d'une part t'épuiser, ou à contrario faire passer des éléments critiques comme un autre élément qui pourrait passer très simplement. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit jamais être tout seul. Je pense que tu vois là, t'as cette petite équipe qui grossit aussi au fil de l'eau. Et au-delà de l'équipe, avoir son entourage personnel à qui tu puisses parler, etc. Je trouve que c'est ultra important de se faire challenger, en tout cas moi personnellement, pour justement à un moment donné avoir cette prise de recul, de prioriser et de se dire ouais, ça c'est grave ou ça c'est pas grave. Des gatekeepers. Ouais. C'est qui tes gatekeepers ? C'est ma femme, c'est mon associé co-founder, et derrière c'est chacune des bulles qui s'est instaurée au sein de Buildy, parce qu'une première bulle de confiance forte, donc l'équipe de direction, les premiers arrivés, puis ensuite la deuxième bulle qui se crée autour de cette première bulle, parce que tu peux pas maîtriser toutes les bulles, et donc faut que tu te reposes sur la première bulle pour avoir quasi la même confiance derrière sur celle d'après. Donc en fait j'en ai beaucoup, mais en priorité ouais, ma femme et mon associé, mon deuxième associé. Et tu crois que si on prend ta femme,
Je crois qu'elle dirait quoi de ta trajectoire? Et j'ai une autre question, c'est à quel moment elle a pu être le reflet de quelque chose où il faut que tu aies une vigilance particulière, enfin où elle t'a renvoyé une image. Ah là, Kevin, il faut que tu fasses attention. Un moment particulier? S'il y en a. Ouais. Et si oui, c'est quoi la photo? Tu vois, je montre la photo de... Ah là, il s'est passé un truc. Et c'est ma femme qui m'a permis de me rendre compte d'eux, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça fait écho avec ce que tu disais. Je pense que l'un des moments, c'est la dernière levée de fonds. On a levé des fonds courant d'année 2022. Et comme le contexte l'indique, c'est pas évident de pouvoir lever des fonds à ce moment-là. Il y a un risque certainement un peu plus important. Et comme tu le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir prioriser ou d'évaluer la criticité des sujets à côté de cette levée de fonds qui est primordiale pour la croissance de Buildy, c'est là où ma femme m'a permis de mettre un tableau prise de recul où toi t'as un peu le bec dans l'eau et à ce moment-là elle te relève la tête et elle te parle de sujets quotidiens là où toi dans ton esprit ces sujets quotidiens de management, de clients, de finances, etc. Tu les as mis un peu de côté pour te concentrer sur la levée et c'est elle qui vient te chercher avec ce tableau en se disant en fait je dis n'importe quoi hein, sur ce tableau il pourrait y avoir un gros cheval en plein milieu et se dire non en fait au fond là le petit arbre c'est quoi, pourquoi et venir te chercher là-dessus et ça te fait d'une part prendre un peu de recul sur ce gros sujet levée de fonds pour aussi garder de l'importance sur ce qui est à côté. Donc ouais, ça serait à ce moment-là où j'ai pris conscience que elle était nécessaire et utile à mon quotidien. Gatekeeper number one. Épouse. Et alors, gatekeeper associé, co-founder, ça se... C'est quel type de reflet et c'est quel type de moment où dans l'altérité il se joue quelque chose où tu te dis, ou justement qui te remet dans un chemin? Est-ce que tu aurais un moment à partager? Comment s'appelle ton associé? Thomas, associé cofondateur, avec qui j'ai créé la boîte il y a maintenant un peu plus de 5 ans, qui, pour le coup, en parlant de reflet, n'est pas mon reflet, mais plutôt l'opposé, et très complémentaire. Très, très complémentaire. C'est vraiment ce qui fait notre force. On arrive à se canaliser l'un et l'autre sur différents sujets. Et donc, c'est la première chose, c'est de pouvoir se faire challenger par une personne qui n'a pas tous les jours les mêmes idées, soit pro ou perso. Et un élément ou une petite anecdote, c'est bien entendu qu'à certains moments, quand les nuages sont un peu plus gris, on se pose la question de mais rappelle-moi pourquoi on fait ça tous les jours. Et la chose qui me vient à l'esprit là, c'est ta question, c'est de se dire quand j'ai posé la question à un moment dans la dernière année à Thomas, quand il m'a répondu que la première chose c'était l'engagement moral vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'équipe, j'ai trouvé ça très beau déjà. Et puis j'ai trouvé ça très profond où tout de suite ça te remet dans le bateau où tu remets un petit coup d'accélérateur et ça te fait du bien. Et donc cet engagement moral où tu te dis en fait ça reste quand même 2 personnes initialement qui ont cofondé l'entreprise. Ces 2 personnes ne font qu'un, c'est comme un mariage quand tu es associé. Et donc retrouver cet engagement moral de manière instinctive en plus, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi ouais, c'est drôle là, c'est comme si je sais pas si tu te souviens des mots que tu m'as dit intense, honneur, vertige et couilles. Et là j'ai l'impression que tu m'as raconté une scène où dans un moment de vertige donc tu vas voir Thomas et que c'est l'honneur c'est ton code d'honneur ou ton sens de l'honneur qui te remet ouais, j'ai une vision de la loyauté assez importante où on est ensemble et on est dans le même bateau. C'est vraiment ce qui me caractérise autant sur le côté perso que pro, où à partir du moment où tu rentres dans le bateau on est ensemble. À un moment donné, bien sûr que tu peux partir du bateau et au contraire pour aller dans un autre bateau différent ou plus grand ou avec d'autres challenges. Mais au moins quand on est dans le même bateau, on se dit les choses et on va vers le même cap. Et donc c'est vraiment
ce que je ressens avec mon associé et avec l'équipe aujourd'hui qu'on a réussi à construire. Et du coup, Thomas, il a des moments de vertige, lui, où il t'interpelle aussi? Bien sûr. Et alors, comment tu le... C'est quoi, lui? Qu'est-ce qu'il te demande? Enfin, est-ce qu'il lui-même dit et pourquoi on fait ça déjà? Ouais, ça lui est déjà arrivé de me poser cette question. Là où il m'interpelle certainement le plus, c'est sur des codes de management. On n'a pas eu d'expérience significative, en tout cas avec autant de personnes dans nos précédentes activités. Et donc, c'est de pouvoir échanger là-dessus, de se challenger et aussi de prendre du recul sur certaines situations qui nous tiennent à cœur. Et finalement, en discutant avec les autres, ça va nous permettre de nous ouvrir. Donc c'est là aussi où moi je le coach, mais on se coach mutuellement. C'est juste par curiosité sur votre binôme et la dynamique qui s'est installée entre vous, parce qu'il est pas là, mais au final, il va peut-être être l'homme invisible de l'interview. La manière que lui, il sait très bien qu'appuyer sur le bouton honneur, ça te fait réagir. Est-ce que toi, tu sais sur quel bouton appuyer pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque? Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs boutons avec des degrés différents. Lui est très terre à terre et donc je lui ramener toujours à des faits, à des événements factuels. Ça va lui permettre aussi de se rappeler que, par exemple, on a fait pendant 5 ans, si on regarde dans le rétro, ça, factuellement, on va aller là. Et donc être drivé et être très formel, ça permet aussi de lui redonner un petit coup de boost. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager, en même temps, ça fera le petit côté bio CV, tu vois, dans l'espèce de point de départ. Kevin avant Buildy, et puis Buildy en quelques étapes, et genre, c'est quoi les moments clés, en nous montrant une espèce de photo de ces moments-là? Ouais. Alors, Buildy avant... Kevin plutôt. Kevin avant Buildy. C'est un ingénieur énergéticien qui... je parle de moi à la troisième personne, mais c'est juste pour essayer l'exercice s'y prête, on t'en voudra. Mais c'est un ingénieur énergéticien qui aime la partie technique, qui aime le challenge lié au bâtiment, l'optimisation de consommation, donc très opérationnel, et en même temps qui recherche le côté humain dans toutes ses activités, parce que l'optimisation et la performance énergétique revient à l'humain en premier lieu. Et donc ce qui me drive, c'est vraiment ce côté technique, et en même temps l'humain est une grosse force en moi, en tout cas un sujet que j'aime explorer. Et donc le côté technique fait qu'en discutant avec Thomas, mon associé cofondateur, c'est ce qui nous drive en premier lieu, parce qu'on travaille ensemble à l'époque, et on se décide de se lancer ensemble dans la création de cette entreprise pour répondre à un besoin. Donc c'est vraiment, on part du réel, on voit ce qui se passe, et derrière, on crée une solution pour répondre à ce besoin. Et donc c'est ce côté technique qui nous drive, et finalement, donc création d'entreprise, 2017, 2 premières années à tester une première solution de notre côté, où on est drivé par la technique et en même temps on s'entend bien, on commence à recruter 3-4 personnes pour créer cette petite équipe. Et puis au fil de l'eau, on se rend compte que on a certaines lacunes dans certains postes, qu'on a besoin d'éléments, de profils plus forts que nous sur certains domaines, et donc on décide de recruter. Pour recruter, on décide de faire une petite première levée de fonds de 1,3 million d'euros en 2019, et à ce moment-là, on a cette équipe qui justement est cette première bulle que j'évoquais tout à l'heure, un moment charnière de l'entreprise, où on passe on testait notre solution de notre côté, on faisait pas trop de bruit, on se met en mode SaaS, éditeur de logiciels, avec des personnes de confiance, donc un premier top dev, un premier homme à tout faire sur la partie technique, opérationnelle, relation de relation client, et puis une personne câblée sur la finance, plus ce profil commerce. Donc on vient s'entourer vraiment de profils complémentaires. Premier moment charnière de Buildy, puis ensuite des premiers contrats, puis une équipe qui grossit, et c'est là où on retrouve le côté humain, où finalement le côté humain,
pour moi personnellement, à rattraper ce côté technique où j'ai retrouvé ce que je n'avais pas forcément dans mes précédentes activités, de créer une équipe, de créer des synergies, d'avoir un vrai ADN et que tout le monde y colle en plus, et de pouvoir se lancer dans des ventes de beaux contrats, donc des premières belles ventes de contrats. Puis ensuite la levée de fonds de l'année dernière qui a été un moment aussi charnière. Donc là je reste sur deux levées de fonds, mais c'est vrai que passer de 4-5 à 15, puis de 15 à 35 aujourd'hui, on doit évoluer. Et en même temps, on est guidé par ce point final qui est la fin de la route, où on sait où on veut aller, mais on ne sait pas exactement comment, avec qui. Et c'est là où on doit prendre chaque virage au fil de l'eau, quoi. Il n'y aurait pas eu ce problème que tu as identifié, il n'y aurait pas eu de boîte, donc il n'y aurait pas eu de Kevin entrepreneur. Ouais, clairement. Clairement, c'était même pas trop dans mes idées de créer ma propre entreprise. J'avais de belles opportunités avant de créer Buildy. Et à l'étranger, je me voyais sur la plage, travailler, c'était des choses qui font rêver. Et finalement, ce besoin m'a vraiment drivé. Le besoin du marché. Le besoin du marché. Pas le besoin d'entreprendre. Complètement. Est-ce que du coup, il y a eu une espèce de conflit entre... Je le dis avec des mots qui sont peut-être pas justes, mais finalement, le kiff de l'ingénieur qui voit... il y a un truc là... J'ai l'impression que c'est presque l'appel de l'ingénieur, en fait. C'est répondre à une problématique. Répondre à un problème, voilà. Qu'aurait pu se faire en interne. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait discuté en interne sur comment on aurait pu faire. Et on s'est rendu compte que éditeur de logiciel n'était pas vraiment l'activité de notre ancien employeur. Et donc, c'est vraiment trouver la solution à un problème. Et c'est la manière, en tout cas, que nous avons trouvé d'y répondre, de créer cette entreprise. Mais donc, si on prend ça entre justement l'ancien Kevin qui était hyper à l'aise avec le fait d'avoir une carrière de salarié et de... Tu vois, enfin, c'est comme ça que je comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un conflit entre justement l'ingénieur qui se dit « j'aimerais bien aller craquer ce truc » ou l'ingénieur ou celui qui décèle un problème, le problem solver, et celui qui se rend compte que je veux bien régler ce problème, mais de là être entrepreneur, je suis pas sûre. Ça s'est joué, ça ? Oui. Il y a un état d'esprit qui doit changer. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment, cette période ? Comment est-ce que d'un nœud, c'est devenu quelque chose qui s'est réglé et comment ? Alors, comment ça s'est réglé ? La mue, tu vois ? Ouais, je vois complètement le fait de changer d'état d'esprit et de se faire mal un peu, hein. C'est clairement ça. Sans être trop dans la douleur, parce que sinon c'est plus un kiff. Et donc, tout à l'heure on parlait de vertige et de couilles. C'est à ce moment-là où on y retrouve les premiers vertiges. Sauter dans l'inconnu et où est-ce que je vais aller sans sauter non plus complètement à l'aveugle. Donc nous on a vraiment progressé en passant j'aime bien dire ça, mais en passant du pédiluve au petit bassin, au grand bassin, et puis ensuite on arrive à sauter dans l'océan. Et donc on a réussi à passer plusieurs étapes où la prise de risque était là, mais notre côté terre à terre nous ramenait à quelque chose d'ambition mais réaliste. Et donc cette mue-là s'est fait vraiment progressivement et elle s'est bien faite parce qu'on a beaucoup communiqué pendant les premières années. On n'a pas voulu du tout de télétravail ou de travailler de chez soi, alors que ça peut être un plaisir pour certains entrepreneurs. Non, on a voulu tous les jours se déplacer au bureau, tous les jours se voir, journée et soirée à passer ensemble, à échanger pour que cette mue elle se fasse progressivement. Et je pense qu'en plus, cette mue, parce que encore une fois, je n'étais pas tout seul à ce moment-là, il y avait Thomas, il y a eu mon deuxième associé qui est arrivé, puis cette première bulle qui s'est constituée. En fait, cette mue-là, elle doit se faire ensemble, parce que si tu mues tout seul, je pense qu'il y a un décalage qui se fait. Et donc, cette mue-là s'est fait progressivement, tout en communiquant tous ensemble. D'accord. On n'est pas sur un déclic, on est vraiment sur une progression. Complètement. Ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est bon, je suis entrepreneur. Maintenant, je sais faire. C'est passer par des structures qui t'accompagnent. Incubateur Agoranov, dans le 6e arrondissement de Paris, qui vient accompagner tout type de boîtes sur les premiers recrutements, comment créer sa boîte, comment aller chercher un marché. Et donc, c'est comme ça que tu prends confiance et qu'à un moment donné, tu sais que tu es dans le vide, tu te raccroches à certaines branches, mais tu es accompagné et tu n'es pas tout seul.
va prendre du coup Kevin l'entrepreneur. On a compris que il faut apprendre que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Là où tu dirais, là où t'as trébuché, là où honnêtement, moi il n'y a pas à dire, au début, Kevin l'entrepreneur, c'était vraiment une brêle là-dessus. C'était quoi? Instinctivement, je dirais que c'est sur la bricole au quotidien où à un moment donné ça doit vraiment s'arrêter au plus tôt. J'ai pas suffisamment processé dès le début parce qu'on était 4-5 et je me suis dit bon bah de toute façon si je dois refaire cette presse là je la referai et puis c'est moi qui la refera. Si je dois refaire ce process là c'est moi qui le refera parce que les autres ne sont pas concernés. Et finalement je pense qu'avoir processé un peu plus tôt aurait été bénéfique et très vite on a pris des ressources qui nous ont complété sur ces sujets-là pour mieux processer et mieux scaler l'entreprise. Je pense que c'est vraiment le premier défi, le premier obstacle où refaire. C'est pas vraiment, même si c'est un peu le cliché de l'entrepreneur de test and learn et d'y aller, à force de tester, à un moment donné, on s'y perd. Donc tester, il y a plus trop de larmes, quoi. Voilà, c'est ça, il y a plus trop de larmes et ça devient du fail and learn. et donc test and learn, oui, mais parfois il faut aussi avoir des conclusions assez fortes pour passer l'étape d'après, sinon on peut s'y perdre assez vite. Ok, là il y a le côté un peu brel, enfin fail, et très vite là où tu t'es dit ok, il faut vraiment que je monte en puissance, peut-être parce que en tout cas je sais que diriger une boîte c'est aussi rempli la phrase, et donc il faut que je devienne killer là-dessus. Qu'est-ce que tu as découvert sur le chemin qui n'était pas prévu spécialement au programme, mais sur lequel tu as fait un grand apprentissage? Je pense que j'en avais conscience, mais pas autant que ce que la réalité a montré, c'est de pouvoir embarquer une équipe et créer vraiment un ADN entreprise où j'aime bien la complémentarité des profils. Bah, typiquement ce que je disais tout à l'heure, hein. Avec mon associé on est différents et ça matche très bien, mais au fond quand je prends du recul il y a tout de même pas mal de points communs et il faut pouvoir les trouver, ces points communs, là où avant je me disais oui, enfin ce profil s'il est très bon, on va prendre ce très bon profil et ça va matcher parce qu'il est très bon et qu'un bon avec un autre bon, et bah ça va le faire. Et derrière, il faut vraiment trouver ces points communs pour créer un ADN de boîte. Qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver ça? C'est quoi ton... Alors j'imagine dans le processus de recrutement, dans le... Ouais, prendre du temps dans le test, qu'est-ce qui... Prendre du temps à recruter. Ouais. Parce que perdre quelqu'un que tu as recruté d'une part ça coûte cher, et puis en plus ça fait mal. Toi, personnellement, et aussi vis-à-vis de l'équipe, quand ce profil est apprécié. Et donc ce qu'on a pu faire, c'est prendre du temps là-dessus, pouvoir prendre du temps après être arrivé sur l'onboarding, donc le recrutement, l'onboarding, que la personne se sente bien, qu'on puisse faire véhiculer un certain ADN sans faire du bullshit de valeurs, parce que les valeurs c'est très bien, il faut que ça soit ancré, mais ça doit s'illustrer au quotidien, donc c'est vraiment cet ADN fort. Et puis mettre en place, tu vois, un dernier exemple que j'ai en tête, c'est de pouvoir mettre en place un CSE avec un budget associé, alors que le budget n'était pas obligatoire, mais pour le bien de l'entreprise, pour le bien des salariés, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour que tout le monde soit présent et qu'on ait un vrai collectif. Là, si demain tu dois un peu être mentor ou coach d'un jeune entrepreneur de quelqu'un qui est dans cette situation de recruter sa première équipe, tu lui dis quoi? Alors, ok, là tu vas recruter. Moi, si j'avais su ça m'aurait fait gagner du temps. C'est quoi le tips? Dans le cadre d'un recrutement, le tips, c'est vraiment de ne pas vouloir répliquer ce que font les boîtes qui attirent des talents, mais plutôt avoir son propre ADN. C'est vraiment rester soi-même, être authentique, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment la force de chaque entrepreneur d'être authentique. Et c'est aussi comme ça qu'on retrouve des collègues qui vont avoir des points communs. Et donc être authentique
pour moi, ça reste quelque chose de primordial pour bien recruter. Pas de questions clés, de tests. Si on rentre dans le détail après, genre, bien sûr qu'il y a le test, bien sûr qu'il y a des slash de signaux. Comment déceler les signaux faibles des ref calls. Nous, on a systématiquement des ref calls appelés les anciens employeurs ou même les anciens collègues. Et pour les managers, appeler des anciens managers pour pouvoir avoir ces retours terrain. Nous, on est vraiment... terrain, voilà. Et donc, pouvoir avoir ces retours terrain, aller dans le bâtiment et parler avec ces personnes-là. Aussi faire rencontrer chacun des profils à l'équipe actuellement en place. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire et ce que font pas forcément toutes les boîtes, c'est de pouvoir que le candidat puisse rencontrer l'équipe avec qui il va travailler, bien entendu aussi son manager, pour que d'une part, le candidat ressente quelque chose et aussi que l'équipe en place puisse se voir travailler avec cette personne. Ça, c'est une vraie étape chez nous où il y a déjà eu des no-go pour cette raison et parce que l'équipe passe avant les compétences intrinsèques. Bien sûr que les compétences, on les juge avant cette rencontre. Ok. La dernière levée, elle est de combien ? Elle est d'8 millions d'euros. Tu savais qu'à un moment t'allais lever ? T'avais prévu ça depuis... Si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, j'étais à 1000 lieues de me dire je vais lever 8 millions d'euros, clairement. Si tu me poses la question il y a 3 ans, oui, parce qu'on avait déjà fait une première levée. Et quand tu te mets dans cet état d'esprit entrepreneur, donc il y a maintenant un peu plus de 5 ans, tu sais que pour croître vite, pour répondre aux besoins de tes clients rapidement, il te faut une équipe solide. Et pour une équipe solide, il faut pouvoir investir en amont. Et investir en amont, c'est pouvoir lever des fonds pour une croissance derrière. Donc, j'aurais répondu non il y a 5 ans. Il y a 2-3 ans, j'aurais répondu oui. Ça t'a appris quoi ? Cette levée ? Ouais. Sur toi ? Sur moi, c'est que le côté humain est tellement important pour moi que même une levée, je pense que j'aurais préféré passer un peu plus de temps avec l'équipe parce que pour pas se cacher, à ce moment-là, il y a un petit désalignement où tu peux pas être au four et au moulin. Et donc, soit tu es avec les investisseurs potentiels, soit avec ton équipe. Et le fait d'avoir cette levée nous a vraiment drivé pendant quelques mois. Et donc, un peu moins de temps avec l'équipe. Là où j'aurais peut-être réparti un peu plus les efforts pour pouvoir éviter ce désalignement. Suite à cette levée, tout le monde s'est réaligné avec cette vision et en plus rassuré par cette levée. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien, mais forcément qu'il y a eu des petites zones de turbulence à ce moment-là. Ça, c'est ce que j'ai appris, c'est de pouvoir... T'avais des angles morts en fait. Ouais, c'est ça, c'est que quand tu conduis, à un moment donné, tu peux pas tout voir. Et donc, quand il y a... T'as pas vu quoi ? Je pense que j'ai pas vu des petits détails quotidiens, mais qui peuvent, à la longue... créer une petite zone de friction dans une ou deux personnes vis-à-vis d'un client où ça n'arrive pas à closer, vis-à-vis d'un client qu'on a closé mais avec qui ça se passe pas super bien. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas le middle management pour pouvoir accompagner ces équipes-là. Et donc il y a des petits détails que je pense que j'aurais dû voir pour reprendre l'image de tout à l'heure, le tableau. C'était quelques arbres que j'avais pas identifiés et que j'aurais pu faire. Mais c'est ça aussi être entrepreneur, c'est essayer de prioriser et derrière de retrouver le tableau à un moment donné. Et quand ça s'est signé, c'était dans quel état d'esprit ? Soulagé, mais pas autant que ce que je pensais. C'est vraiment... ça a été très, très surprenant, où j'avais l'impression que on avait rien abouti, quoi. En fait, c'était le début. Plus qu'une signature de client. Je trouve que des fois il y a ça, tu sais. Ouais. Tu signes, t'as la joie du projet, etc. Ouais. Et en même temps, tu sais. Déjà faut l'accompagner le client et puis il faut aller en signer d'autres. Donc c'est vrai que tu dois basculer. Ouais, tu sais, il y a tout de suite. Mais c'est vrai que cette prise de recul, elle doit être faite. Enfin, au quotidien, il faut vraiment fêter les succès, les victoires. Et à ce moment-là, je pense que je l'ai pas suffisamment fêté parce que je me suis dit. Donc c'est vraiment différent que remporter un gros deal, par exemple. Ouais. Moi je le vois vraiment différemment.
Enfin, j'imagine, en effet, c'est différent qu'un gros deal, parce que c'est pas du tout ça, mais ça peut être enfin, tu vois, dans ce côté soulagement, c'était quelle nuance? C'est différent parce que quand tu signes un deal, t'as un train, t'es lancé sur ta piste et tu sais que tu dois enchaîner les piquets et que c'est bon d'en avoir passé un et donc ça va s'enchaîner assez naturellement. Une levée, en tout cas la levée que j'ai pu vivre là sur l'année 2022, c'est que t'es arrivé en haut, t'as pris le télésiège, t'es arrivé en haut, maintenant il va falloir la descendre de la piste. Et derrière, c'est du recrutement et une vague de recrutement que tu n'as jamais connue auparavant. C'est une vision à aller chercher de manière opérationnelle. Ce sont des investisseurs que tu fais rentrer au bord. Donc une nouvelle relation de confiance à créer parce qu'avant, pendant quelques mois, tu as été face à face. Après avoir signé, t'es ensemble dans le même bateau. Donc c'est pouvoir les ramener dans le bateau. Et donc, quand tu ramènes des personnes, il y a un peu plus de poids et c'est un peu plus difficile d'accélérer. Donc c'est vraiment cet état d'esprit où je me suis dit, bon, maintenant il y a tout à faire. Et ça demande 2-3 jours sur... Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est vraiment 2-3 jours critiques dans le sens par où on commence. Comme quand t'arrives la première fois à ton bureau, quand t'as quitté ton employeur d'avant, t'arrives et tu dis, bon, super, maintenant on crée Buildy, on commence par quoi? Et donc c'est un peu la même chose où t'as besoin de 2-3 jours en te disant, ok, là on vient de lever, tout ce qu'on s'est dit, on commence par quoi, on repose toutes les bases. Et donc ça a demandé une petite semaine de... Je prends du recul et on s'y remet, il faut s'y remettre vite. Ça peut pas demander 2-3 mois parce que derrière t'as une équipe, t'as des investisseurs. Donc faut vite se remettre dans le bateau. Soulagement. Et là t'es comment? C'est quoi ta météo? Je suis bien. Je suis plein de soleil parce que la levée elle a été faite il y a maintenant 6 mois à peu près, un bon semestre. Que derrière on a réussi à recruter des bons profils, que l'équipe qui était en place a réussi aussi à souffler sur les nuages qu'il y avait. Et donc on a une équipe, on a de beaux résultats. Fin d'année 2022, début 2023, ça marche bien. Et donc très content d'avoir retrouvé cette croissance, mais aussi surtout d'avoir cette équipe derrière avec toutes ces bulles de confiance et en même temps des bulles très ambitieuses. Pour finir sur la levée, mais parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens qui nous écoutent, est-ce que tu trouves que dans ce processus, justement, cette évaluation du mindset de l'entrepreneur, de sa solidité, justement, à pouvoir embrayer sur le niveau d'après, est-ce que tu trouves que ça a été vraiment quelque chose qui a été évalué dans le processus? Oui. Si demain un investisseur vient ici, je pense qu'il dira vraiment qu'une bonne partie de l'investissement est portée sur les personnes. Mais du coup, comment ça a été évalué? Est-ce que tu te souviens de questions clés ou de trucs qui t'ont un peu piégé, qui t'ont mis dans tes retranchements? Ouais, on a été 3 au sein de Buildy à être vraiment en frontal avec ces investisseurs, Thomas et Anthony. Je pense que ils sont venus nous chercher sur nos expériences précédentes, déjà, sur nos profils intrinsèques et ont vu qu'on était complémentaires véritablement. En tout cas, c'est le débrief qu'on a pu en avoir derrière. Et ça se caractérisait par des questions sur chacun de nos domaines d'expertise pour voir si on est bon sur ce qu'on fait et en même temps que ça match. Et tu vois, typiquement en débrief, en post-closing, ce qui avait été souligné, c'est qu'on s'écoutait beaucoup. Ça peut paraître anecdotique, mais quand tu es face à un investisseur et que justement tu as cette pression d'évaluation, de mesure et tout ça, et de pouvoir écouter ces deux associés, c'est bien perçu par la personne d'en face, même si celui qui est en train de parler est peut-être pas en train de donner la bonne réponse ou recherche la solution, mais au moins tu t'écoutes. Et donc c'est des choses que nous on sent pas cohésion. Voilà, au moment T, mais que derrière finalement on perçoit l'importance. T'as dit qu'il y avait quelque chose d'hyper important dans ta trajectoire, c'est la construction de l'équipe. Comment est-ce que tu serais décrit en tant que capitaine? Je pense que j'ai un lead assez naturel.
tu vois, tu parles de capitaine, c'est vrai que depuis le début, je parle beaucoup de bateau. Mais je le vois véritablement comme ça et je pense que c'est aussi comme ça qu'il me voit. C'est vraiment le capitaine de bateau, prêt à aller de l'avant, sans être tête brûlée. Je pense que c'est aussi ce qu'ils recherchent, ou en tout cas nous, ce qu'on recherchait au moment où on les a recrutés, c'est de pouvoir avoir des personnes terre à terre qui sachent ce qu'on doit faire pour aller chercher l'ambition derrière, et une grosse ambition, mais de le faire step by step. Et donc, ce qu'on dirait de moi, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux, mais qui arrive à avoir les pieds sur terre, à être dans le réel. Et c'est aussi ce qu'on m'a remonté dernièrement avec typiquement la 35e personne recrutée dans l'équipe, qui peut être un alternant. Et je vais passer du temps avec cet alternant pour pouvoir échanger, le connaître. Et c'est peut-être ce que je vais perdre un peu quand on sera une petite centaine, mais je souhaite au maximum conserver ce lien avec toute l'équipe. Justement, est-ce que tu peux nous représenter? C'est quoi être capitaine du bateau? En dessin? Ouais. En un dessin, ce qui est capitaine du bateau, selon moi, c'est de pouvoir être assez central avec différents bras, différentes compétences, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à chacun. Et que derrière, il puisse y avoir, comme je disais tout à l'heure, des bulles qui se créent au fil de l'eau, donc faire rentrer de nouvelles personnes. Donc là, ici, 2019, 2020, 2021, etc. Et de pouvoir garder ce bras qui s'allonge, mais pas forcément rattaché directement au capitaine du bateau, mais avoir des relais. Donc, pour faire la métaphore au bateau, avoir de bons commandants, de bons experts dans chacun des domaines, et vraiment que tout le monde soit ensemble. Et bien entendu, dernière chose, c'est que cette bulle, avec plein de bulles autour, puisse aller dans une bonne direction, avoir un sens à ce qu'on fait, et donc que cette bulle puisse se retrouver demain plutôt ici et avancer au fil de l'eau. On arrive sur la piste d'atterrissage. Yes. Et alors j'ai un petit rituel à nouveau à te proposer. C'est un nouveau rituel. C'est bien les nouveaux rituels. Très bien. Sauf si tu me demandes de le redessiner parce que mon dessin n'est pas très... Ah Je vais lancer un chrono. Et justement, là tu faisais finalement la fraise temporelle. Est-ce que tu as une date clé? Quand tu vois ton horizon, là, la route, elle arrive à quelle date? Est-ce qu'il y a une année clé dans ta représentation du temps? J'ai une année 2025 forte. Alors j'aimerais, si tu veux bien, que tu adresses une lettre audio, autrement dit une note vocale, au Kevin de 2025 fois 2023 tout 2025. Qu'est-ce que tu lui dis au Kevin de dans 2 ans? Et je démarre le chrono. Bonjour Kevin, j'espère que tu kiffes autant ce que tu fais au sein de Buildy. Ce qui était prévu initialement, c'est de pouvoir avoir une équipe de confiance autour de toi, de pouvoir avoir réussi à déployer cette belle solution qui sera encore meilleure dans 2 ans sur le marché Property, Asset Manager, Facility Manager dans le monde du bâtiment, et également te voir travailler en Europe, avoir ouvert au moins un pays, avoir étendu toute cette équipe dans un autre pays que la France, et avoir de beaux succès, une belle croissance, et encore une fois une équipe qui s'épanouit dans son travail, qui a pu monter en compétences. Et donc j'espère bien qu'en 2025 tu retrouveras des profils qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais vraiment, c'est vraiment une bonne séance que j'ai passée, et puis ça fait du bien. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée.
Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant au boulot!